Plus tard cette semaine-là, ma mère a crié « Tu as 48 heures pour vider tes affaires. Cette maison appartient maintenant à ta sœur. » Je n'ai pas discuté. Je suis restée silencieuse, et je me suis préparée. 2 jours plus tard, quand elle est entrée, elle a souhaité ne jamais y avoir mis les pieds. L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que j'examinais les rapports trimestriels dans mon bureau. La voix de ma mère a tranché la ligne, avec la netteté d'une lame. Tu as 48 heures pour sortir tes affaires de cette maison. Mélissa la mérite plus que toi. Elle a une famille à charge, Cindy. Je suis restée assise là, les doigts figés sur le clavier, l'écoutant justifier pourquoi ma jeune sœur devait hériter de la propriété que notre grand-mère m'avait spécifiquement laissée. La maison de plage à Cap-May, c'était la fierté et la joie de grand-mère Ruth, et elle avait exprimé ses volontés de manière très claire dans son testament. Mais apparemment, la clarté ne signifiait rien pour ma mère, dès lors que son enfant préféré désirait quelque chose. Tu m'as entendu, la voix de ma mère se fit plus insistante. Mélissa et Brian ont besoin de cette maison. Ils ont les jumeaux à prendre en compte. Toi, tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. J'aurais pu discuter. J'aurais pu lui rappeler que grand-mère Ruth m'avait choisi pour une raison, que la maison était légalement à moi, et que le simple fait de vouloir quelque chose ne créait pas un droit de l'obtenir. Au lieu de ça, j'ai prononcé quelques mots qui allaient tout changer, je serai parti d'ici jeudi. Le silence à l'autre bout du fil m'a indiqué qu'elle s'attendait à une dispute. Ma docilité semblait la déstabiliser plus que ne l'aurait fait une résistance. Eh bien, c'est bien. Mélissa sera ravie. Elle a déjà choisi de nouveaux meubles pour le salon. Bien sûr, qu'elle l'avait fait. Ma sœur planifiait sa prise de contrôle avant même que grand-mère Ruth ne soit froide dans sa tombe. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau pendant 20 minutes, fixant la ligne d'horizon de la ville à travers les baies vitrées. Mon téléphone a vibré, un texto de Mélissa, « Merci d'être raisonnable à ce sujet. Les enfants vont adorer leur nouvelle maison d'été. » Aucune excuse, aucune reconnaissance du fait qu'elle prenait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Juste le sentiment que tout lui était dû, enrobé de points d'exclamation. J'ai transféré le message à mon avocat, Robert Kensington, avec un bref résumé de l'ultimatum de ma mère. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, ne déplace pas un seul objet. Je dépose une injonction dans l'heure. Le testament de ta grand-mère est en béton. Mais un autre plan se formait dans mon esprit. Parfois, la loi ne suffisait pas. Parfois, les gens devaient apprendre leur leçon à la dure. J'ai appelé ma meilleure amie de l'université, Amanda, qui travaillait dans la gestion immobilière. Tu te souviens que tu m'as dit que tu me devais une fière chandelle pour avoir couvert ton loyer ce semestre-là, quand ton père est tombé malade. J'attends depuis des années de te rembourser, a-t-elle dit. De quoi as-tu besoin? En combien de temps peux-tu m'aider à vider une maison de plage jusqu'au mur, sans rien endommager? Son rire a été immédiat. Oh, ça va être génial. Je peux avoir une équipe sur place demain matin. Le lendemain, je suis allé à Cap-May avec Amanda et son équipe de déménageurs professionnels. Nous avions 48 heures, et j'avais l'intention d'utiliser chaque minute. La maison, haute de 3 étages, était peinte en jaune pâle avec des boiseries blanches, et donnait sur l'océan Atlantique. Grand-mère Ruth l'avait achetée en 1972 pour $30 000. Elle valait maintenant près de 2 millions de dollars, un fait qui n'avait pas échappé à ma sœur. On commence par l'électroménager, ai-je dit au chef d'équipe, un homme musclé nommé Tony, qui avait vu toutes sortes de déménagements imaginables. Absolument tout, le réfrigérateur, la cuisinière, le lave-vaisselle, la machine à laver et le sèche-linge, même le micro-ondes. Amanda a consulté son presse-papier. Et le chauffe-eau? Prenez-le. Il n'a que 3 ans. J'ai payé moi-même pour le remplacer. Au cours des 2 jours suivants, nous avons systématiquement enlevé tout ce qui n'était pas attaché de façon permanente à la structure elle-même. Les magnifiques luminaires que grand-mère Ruth avait collectionnés dans des magasins d'antiquités de toute la Nouvelle-Angleterre, soigneusement emballés. Les stores sur mesure que j'avais installés l'été dernier, roulés et rangés. Chaque meuble, chaque décoration, chaque ustensile de cuisine, chaque serviette, et chaque œuvre d'art sur les murs. L'équipe d'Amanda travaillait avec une précision militaire. Tony avait amené sa femme, Maria, spécialisée dans les antiquités délicates. Elle a manipulé la collection de verres de l'époque de la dépression de grand-mère Ruth avec le respect qu'elle méritait,
emballant chaque pièce individuellement dans du papier de soie non acide, avant de les nicher dans des boîtes sur mesure. Votre grand-mère avait un goût excellent, a commenté Maria, en tenant un vase rose à picots qui captait la lumière de l'après-midi. Rien que cette pièce vaut plusieurs centaines de dollars. Elle les a collectionnés pendant 40 ans, ai-je dit en la regardant travailler. À chaque vacances, chaque week-end, elle trouvait un nouveau trésor. Elle me racontait des histoires sur la provenance de chaque pièce. A-t-elle aussi partagé ces histoires avec votre sœur? J'ai secoué la tête. Mélissa n'a jamais voulu les entendre. Elle trouvait les histoires de grand-mère Ruth ennuyeuses. Elle trouvait toujours une excuse pour quitter la pièce quand grand-mère commençait à parler du passé. L'expression de Maria s'est durcie de compréhension. Et maintenant, elle veut la maison, remplie de choses qu'elle n'a jamais appréciées. Elle veut les photos Instagram et le droit de se vanter. Elle veut dire à ses amis qu'elle a une maison de plage à Cap-May. L'histoire ne l'intéresse pas. À midi, le premier jour, nous avions vidé tout le 3e étage. Les chambres d'amis étaient vides, leur parquet brillant sous la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres nues. J'avais installé des persiennes dans toute la maison il y a 3 ans, pour près de 8 000 $. Elles ont été démontées aussi, ne laissant que les cadres de fenêtres de base. Amanda m'a trouvé dans ce qui avait été la salle de couture de grand-mère Ruth, un petit espace donnant sur le jardin où elle avait passé d'innombrables heures à faire du patchwork. Le cadre de quilting était démonté et emballé, avec sa machine à coudre Singer Vintage de 1952. J'ai une question sur l'abri de jardin, a dit Amanda en consultant sa tablette. Il y a pas mal de matériel là-bas. Tondeuse, taillet, divers outils. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tout part. J'ai acheté cette tondeuse autoportée il y a 2 étés, quand l'ancienne tondeuse à pousser a finalement rendu l'âme. Les outils étaient pour la plupart les miens aussi, à l'exception de quelques truelles rouillées qui étaient là quand j'ai hérité de l'endroit. Ta sœur va devoir entretenir un tiers d'acre sans équipement. Elle peut engager un service d'aménagement paysager, ou acheter sa propre tondeuse. J'ai entendu dire qu'ils en vendent dans les magasins de bricolage, ai-je dit, et Amanda a souri. Tu as vraiment bien réfléchi à tout ça. J'ai eu des années pour réfléchir à la façon dont ma famille me traite. Cette situation m'a juste donné l'occasion de faire quelque chose à ce sujet. Nous sommes passés au 2e étage, où se trouvait la chambre principale et 2 autres chambres. La chambre principale avait été celle de grand-mère Ruth, et j'en avais gardé la plupart telle qu'elle, ne changeant que la literie et ajoutant quelques touches personnelles. Le lit à baldaquin était dans sa famille depuis les années 1890, ramené d'Irlande par son arrière-grand-mère. Ce cadre de lit, on le prend, n'est-ce pas? A demandé Tony en passant la main sur l'acajou sculpté. Absolument. Il est spécifié dans le testament comme un legs personnel, avec sa boîte à bijoux, ses livres et sa collection de recettes. Le lit a nécessité 4 personnes pour être démonté correctement. Chaque poteau s'est dévissé de la base, et la tête et le pied de lit se sont séparés en sections. L'équipe de Tony a travaillé avec l'efficacité de gens qui avaient fait cela 1 millier de fois, étiquetant chaque pièce et photographiant le processus d'assemblage pour qu'il puisse être reconstruit plus tard. Dans le placard, j'ai trouvé des boîtes de photos que j'y avais stockées après la mort de grand-mère Ruth. Des centaines de photos documentant des décennies d'histoire familiale, des journées à la plage dans les années 1970, quand ma mère était jeune, des réunions de fêtes, des anniversaires, des photos de moi enfant, construisant des châteaux de sable et ramassant des coquillages. Il y avait très peu de photos de Mélissa. Elle était rarement venue, même enfant. Regarder ces photos a confirmé ce que j'avais toujours su, mais que j'essayais de ne pas reconnaître. J'avais une relation avec grand-mère Ruth, Mélissa n'était simplement que sa parente. Qu'est-ce que tu regardes? A demandé Amanda, me trouvant assise par terre dans le placard, entourée d'albums photos. La preuve que je n'étais pas folle, que j'étais vraiment celle qui s'en souciait. Elle s'est assise à côté de moi et a pris une photo de grand-mère Ruth et moi, debout sur la plage, toutes les deux décoiffées par le vent et riant. Je ne devais pas avoir plus de 10 ans. Tu as l'air heureuse ici. Je l'étais. Les étés dans cette maison étaient la meilleure partie de mon enfance. Mes parents me déposaient pour 2 semaines en juillet, et grand-mère Ruth et moi passions chaque jour ensemble. Nous allions à la plage le matin, nous rentrions pour le déjeuner, puis nous explorions la ville l'après-midi. Elle m'a appris à jouer aux échecs les jours de pluie. Elle m'a montré comment identifier les oiseaux et les coquillages. Elle me faisait sentir que j'avais de l'importance. Et ta sœur? Mes parents ne l'ont jamais envoyée. Ils disaient qu'elle était trop jeune,
puis trop occupé par ses cours de danse, puis trop sociable pour quitter ses amis pendant 2 semaines. La vérité, c'est que Mélissa ne voulait pas venir, et mes parents ne l'ont pas forcée, parce qu'ils n'ont jamais forcé Mélissa à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Amanda est restée silencieuse un moment. Est-ce que ta grand-mère savait à quel point tes parents vous traitaient différemment, Cindy? Elle le savait. Elle m'a dit un jour qu'elle se voyait en moi. Elle avait aussi été la fille responsable dans sa famille, celle qui s'occupait de tout pendant que ses frères et sœurs étaient félicités pour le simple fait d'être là. Elle a dit que c'est pour ça qu'elle voulait que j'aie la maison, parce qu'elle savait que je l'apprécierais, et parce qu'elle voulait que j'aie quelque chose qui soit incontestablement à moi. On dirait qu'elle te comprenait parfaitement. Elle me comprenait, mieux que ma propre mère ne l'a jamais fait. Nous avons emballé les photos avec tout le reste, chaque album, chaque photo encadrée sur les murs, chaque souvenir qui avait été capturé et préservé. L'après-midi a apporté d'autres déménagements. Le lustre de la salle à manger, une pièce en cristal de Waterford que grand-mère Ruth avait achetée en Irlande en 1988, a été soigneusement descendue. La table de salle à manger et ses 8 chaises, en chêne massif, qui avaient accueilli d'innombrables repas de famille, ont été emballés et chargés. Le vaisselier, avec sa collection de vaisselle vintage, a suivi. Dans la cuisine, l'équipe de Tony a débranché les appareils électroménagers avec une expertise professionnelle. La cuisinière à gaz à scie brûleur n'avait que 2 ans, une amélioration que j'avais installée après que l'original ait finalement rendu l'âme. Le réfrigérateur était un modèle haut de gamme, avec une machine à glaçons intégrée et un système de filtration d'eau que j'avais acheté au printemps précédent. C'est une belle installation, a commenté Tony alors qu'il roulait le réfrigérateur vers la porte. Votre sœur va piquer une crise quand elle verra une cuisine vide. Elle aurait dû y penser avant de supposer qu'elle pouvait simplement prendre ce que j'avais construit ici. Le lave-vaisselle a été retiré ensuite, puis le micro-ondes qui était monté au-dessus de la cuisinière. Dans la buanderie, attenante à la cuisine, la machine à laver et le sèche-linge à chargement frontal ont été débranchés et enlevés. Tous deux étaient des modèles certifiés Energy Star que j'avais achetés 3 ans plus tôt. Maria a travaillé dans les salles de bain, retirant avec soin les miroirs encadrés que j'avais accrochés, les tringles à rideaux de douche que j'avais installés, et les luminaires décoratifs au-dessus de chaque lavabo. Dans la salle de bain principale, elle a démonté la coiffeuse antique qui était la fierté de grand-mère Ruth. « Tu prends les porte-papiers toilettes ?» a-t-elle demandé avec un léger sourire. « Sont-ils fixés avec des vis ou montés de façon permanente ?»« Des vis. »« Prends-les. » Son rire a résonné sur les murs carrelés. « Tu ne lui laisses rien, n'est-ce pas ? » Je lui laisse une maison, une structure avec des murs, des planchers et un toit. Exactement ce qui est décrit dans l'acte de propriété. Tout le reste est à moi. En début de soirée, le premier jour, 3 camions de déménagement étaient pleins à craquer, prêts à être conduits à l'entrepôt de stockage climatisé qu'Amanda avait arrangé à 50 km à l'intérieur des terres. J'avais signé un bail d'1 an pour une unité assez grande pour tout contenir. « Où comptes-tu vivre ?» a demandé Amanda alors que nous regardions les camions s'éloigner. « J'ai mon appartement en ville. Cet endroit a toujours été juste un lieu de vacances pour moi. Mais tu y as mis tellement de travail. » J'y ai mis du travail parce que j'aimais cet endroit, parce que grand-mère Ruth l'aimait, et je voulais honorer cela. Pas parce que j'en avais besoin comme résidence principale. Et si tu avais voulu la garder, l'utiliser pour toi? J'ai regardé la maison, sa peinture jaune brillant sous le soleil de fin d'après-midi. Si ma mère et ma sœur m'avaient juste laissé tranquille, je l'aurais fait. J'aurais continué à passer des week-ends ici, à organiser les réunions de famille auxquelles elles ne venaient jamais, et à l'entretenir comme grand-mère Ruth l'aurait voulu. Mais elles n'ont pas pu faire ça. Il a fallu qu'elles insistent. Et voilà ce qui arrive quand on me pousse trop loin. Le deuxième jour a apporté encore plus de déménagements. Tony est arrivé avec une équipe spécialisée qui pouvait s'occuper des unités de CVC. Le système de climatisation centrale se composait de 2 unités, une pour le premier et le deuxième étage, et une autre pour le troisième. Les 2 étaient relativement neuves, installées après que j'ai hérité de la propriété et découvert que l'ancien système fonctionnait à peine. Ça va laisser des trous dans les murs extérieurs, m'a prévenu Tony alors que son équipe examinait les unités. Bouchez-les avant de finir. Je n'endommage pas la structure, j'enlève juste le matériel que j'ai payé. Votre sœur va vraiment regretter de vous avoir contrarié. Elle va regretter beaucoup de choses. Ce n'est que le début. L'équipe a travaillé pendant des heures, déconnectant soigneusement les conduites de réfrigérant et les connexions électriques,
puis déboulonnant les lourdes unités de leur socle de montage. À midi, les 2 unités de climatisation étaient chargées sur un camion, et les trous dans le revêtement avaient été professionnellement rebouchés et peints pour correspondre à la couleur existante. À l'intérieur, nous avons poursuivi le vidage systématique. Le salon contenait des bibliothèques intégrées que grand-mère Ruth avait installées dans les années 1980. Elles n'étaient pas fixées en permanence au mur, c'étaient des unités modulaires qui pouvaient être démontées. Nous les avons prises, avec tous les livres sur leurs étagères. Grand-mère Ruth était une lectrice passionnée, et sa collection comprenait des premières éditions de plusieurs romans classiques, des recueils de poésie reliés en cuir, et une vaste sélection de romans policiers. J'avais enrichi la collection au fil des ans, et les livres remplissaient plus de 30 cartons. Dans un coin du salon se trouvait un piano droit, un Steinway de 1965 que grand-mère Ruth jouait presque quotidiennement. Il a fallu 6 personnes et un chariot de déménagement spécialisé pour le sortir et le charger sur le camion, mais l'effort en valait la peine. Le piano seul valait 15 000 $. Tu en jouais, a demandé Maria, en regardant le piano disparaître dans le camion. Grand-mère Ruth m'a appris. Nous nous asseyions ensemble sur ce banc, ses mains guidant les miennes sur les touches. Elle avait le plus beau toucher, si doux mais si précis. Est-ce que ta sœur en joue? Mélissa a pris des leçons pendant 3 mois quand elle avait 8 ans. Elle a arrêté parce que la pratique était trop difficile. Elle n'a jamais été douée pour tout ce qui demande un effort soutenu. Nous avons vidé le bureau, que j'avais transformé en bureau à domicile pendant la pandémie. Le bureau était une pièce de style moderne du milieu du siècle que j'avais trouvée dans une vente de succession et que j'avais moi-même restaurée. La chaise de bureau ergonomique, les classeurs, l'ordinateur de bureau et l'imprimante, tout est parti. Les murs avaient été décorés d'estampes et de photographies encadrées. Chaque cadre a été retiré. À certains endroits, on pouvait voir la peinture légèrement plus claire là où les cadres avaient été accrochés pendant des années, protégeant le mur de la décoloration. Devrions-nous faire quelque chose pour les différences de peinture, a demandé Amanda, en montrant les contours rectangulaires sur les murs. Non, ce n'est pas un dommage. C'est juste la preuve de ce qui était là. Si Mélissa veut des murs uniformes, elle peut repeindre. En fin d'après-midi, le 2e jour, la maison était presque complètement vide. Nous avions retiré chaque meuble, chaque appareil électroménager, chaque décoration, chaque objet utile. L'endroit résonnait quand on y marchait, nos pas bruyants sur les planchers nus. J'ai fait un dernier tour seul, passant de pièce en pièce, disant au revoir à l'espace qui avait tant compté pour moi. La maison elle-même était toujours magnifique, les moulures, les parquets, les grandes fenêtres avec vue sur l'océan. Les fondations étaient bonnes, comme aiment à le dire les agents immobiliers. Mais des fondations ne suffisaient pas à faire un foyer. Il fallait de la chaleur, du confort, et toutes les choses qui transforment un espace vide en un espace de vie. Ma sœur était sur le point d'apprendre cette leçon à la dure. Dans la cuisine, j'ai posé les clés sur le comptoir nu, comme promis. Le dossier avec les reçus et la copie du testament se trouvait à côté. J'ai ajouté un dernier élément, une note manuscrite. Mélissa, cette maison est maintenant à toi, comme maman l'a exigé. Tout ce que j'ai enlevé, j'avais légalement le droit de le prendre. Si tu as des questions sur ce qui se trouvait ici, les reçus sont dans le dossier. Si tu as des questions sur mon droit de retirer ces objets, le testament est également dans le dossier. Profite bien de ta nouvelle maison d'été. Je n'ai pas signé. Elle saurait de qui ça venait. Amanda m'a ramené en ville ce soir-là. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant la première heure, toutes les deux épuisées par 2 jours de travail intensif. Finalement, alors que nous entrions en Pennsylvanie, elle a rompu le silence. Tu penses que tu le regretteras, Cindy? Quoi? Avoir enlevé mes affaires ou avoir tenu tête à ma famille? L'un ou l'autre. Les deux. J'y ai réfléchi attentivement. Non. Je pense que je regretterai que les choses en soient arrivées là. Je regretterai que ma mère ait eu si peu d'estime pour moi qu'elle ait cru que j'allais simplement céder quelque chose de précieux sans me battre. Je regretterai que Mélissa soit si imbue d'elle-même qu'elle ait supposé qu'elle méritait ce que quelqu'un d'autre avait gagné. Mais je ne regretterai pas de m'être défendu. Que penses-tu qu'il va se passer ensuite? Ils seront en colère. Ils m'insulteront, et diront à quiconque voudra bien l'entendre que je suis horrible. Ils joueront les victimes, et me peindront comme la méchante. Et tu sais quoi? Ça me va, parce que je connais la vérité. Je sais que j'ai passé 5 ans à m'occuper de cette propriété.
Je sais que j'ai rendu visite à ma grand-mère chaque semaine, alors que ne pouvait pas s'en donner la peine. Je sais que j'ai mérité ce qu'elle m'a laissé. Amanda a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait. Merci. Ça compte beaucoup. Mon téléphone avait vibré périodiquement tout au long du trajet, mais je l'avais ignoré. Maintenant, alors que nous approchions de la ville, j'ai enfin vérifié mes messages, 17 appels manqués de Mélissa, 23 de ma mère, et des dizaines de SMS, tous plus frénétiques les uns que les autres. Le dernier message de ma mère disait simplement « Comment as-tu pu ?» J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé les lumières de la ville s'intensifier à mesure que nous approchions. Comment j'avais pu? La meilleure question était « Comment avait-il pu? Comment avait-il pu exiger que je renonce à mon héritage? Comment avait-il pu me traiter comme si mes sentiments et mes droits n'avaient aucune importance? Comment pouvait-il être surpris que j'ai finalement cessé d'accepter d'être maltraité? Mais ce n'étaient pas des questions auxquelles il serait jamais capable de répondre honnêtement. Les unités de climatisation centrale étaient techniquement des biens personnels, et non une partie de la maison elle-même. Tony et son équipe les ont retirés de manière professionnelle, ne laissant que les conduits. Les ventilateurs de plafond dans toute la maison, disparus. Les contre-fenêtres que j'avais achetées il y a 2 ans, chargées sur le camion. Les organiseurs de placards sur mesure, démontés et emballés. Amanda m'a trouvé dans la chambre principale, supervisant le retrait du magnifique lustre qui y était suspendu depuis 1985. Ta sœur va devenir folle. C'est l'idée, ai-je dit, en les regardant descendre avec précaution le luminaire en cristal. Ma grand-mère m'a laissé cette maison parce qu'elle savait que je l'apprécierais, que j'en prendrais soin. Mélissa ne pouvait même pas se donner la peine de lui rendre visite à la maison de retraite pendant sa dernière année. À quelle fréquence lui rendais-tu visite? Tous les dimanches, parfois 2 fois par semaine. J'étais là la nuit de sa mort, je lui tenais la main. L'expression d'Amanda s'est adoucie. Ta sœur ne mérite pas cet endroit. Non, en effet. Mais selon ma mère, le besoin prime sur le mérite. Alors, voyons comment elle aime ce qu'elle obtient. Le mercredi après-midi, ma mère a de nouveau appelé. Je passe demain matin pour laisser entrer Mélissa. Je suppose que tu seras parti d'ici là. Je serai parti, ai-je confirmé. Les clés seront sur le comptoir de la cuisine. Tu vois? Ce n'était pas si difficile. Mélissa a déjà prévu d'y recevoir la famille pour le 4 juillet. Nous aurons enfin un bel endroit pour nous réunir. L'ironie était suffocante. Pendant 5 ans, j'avais invité toute la famille à la maison de plage pour les fêtes, les anniversaires et les week-ends d'été au hasard. Ma mère était venue exactement 2 fois, trouvant toujours des excuses sur le fait que le trajet était trop long ou que le moment était mal choisi. Mélissa n'était jamais venue, prétendant qu'elle était trop occupée avec les jumeaux. Mais maintenant que ça allait être la maison de Mélissa, soudainement, c'était le lieu de rassemblement familial parfait. Le jeudi matin est arrivé, avec un soleil radieux et une douce brise marine. J'ai fait un dernier tour de la maison vide, mais pas résonnant sur les parquets. L'espace semblait caverneux sans meubles, stérile sans les rideaux et les œuvres d'art qui lui avaient donné de la chaleur. Dans la cuisine, j'ai posé les clés sur le comptoir nu, comme promis. À côté, j'ai laissé un dossier contenant des copies de chaque reçu pour chaque amélioration que j'avais apportée à la propriété au cours des 5 dernières années, nouveau toit, $18 000, système électrique mis à jour, $12 000, rénovation de la salle de bain, $22 000. La liste s'étendait sur des pages. J'ai également laissé une copie imprimée du testament de grand-mère Ruth, avec la section pertinente surlignée, je lègue ma propriété située au 447 Ocean Avenue, Cap May, New Jersey, à ma petite-fille, Cindy, et j'exclus spécifiquement cette propriété de toute distribution générale de ma succession. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de Mélissa et 2 de ma mère. Je les ai tous ignorés et je me suis rendu au café à 2 rues de là, où j'ai commandé un expresso et me suis installé pour attendre. L'appel est arrivé à 10h47. Qu'est-ce que tu as fait? Le cri de Mélissa était si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. J'ai déménagé, comme maman l'a exigé. Les clés sont sur le comptoir. Il n'y a rien ici. La maison est complètement vide. Oui, j'ai pris mes affaires avec moi, comme demandé. Tes affaires? Tu as pris la cuisinière. Tu as pris la climatisation. Tu as pris les luminaires. J'ai siroté mon expresso calmement. Tous des biens personnels que j'ai soit hérités de grand-mère Ruth,
soit acheté moi-même. Rien de tout cela ne faisait partie du transfert de propriété immobilière. C'est insensé. Comment sommes-nous censés vivre ici? Je suppose que vous devrez la meubler. Quoique, je commencerai par les appareils électroménagers. L'été va être chaud, et sans climatisation, l'endroit devient assez inconfortable. La voix de ma mère s'est jointe à la conversation alors qu'elle attrapait le téléphone. Espèce d'enfant vindicative et égoïste. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur, Cindy? J'ai fait exactement ce que vous avez demandé. J'ai déménagé en 48 heures et j'ai laissé la maison à Melissa. Vous n'avez jamais précisé que je devais laisser mes biens personnels derrière moi. Tu sais parfaitement ce que nous voulions dire. En fait, non, parce que ce que vous auriez dû vouloir dire, c'est que je devrais garder la propriété que ma grand-mère m'a légalement laissée, et que Melissa devrait être reconnaissante de toute invitation à la visiter. Mais puisque nous redéfinissons la propriété en fonction de qui veut quelque chose le plus, j'ai pensé que je redéfinirais ce qui vient avec cette propriété. Je pouvais entendre Melissa pleurer en arrière-plan, les sanglots dramatiques qu'elle avait perfectionnés dans son enfance chaque fois qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Ramène tout de suite. A exigé ma mère. Non. Pardon? J'ai dit non. La maison appartient maintenant à Melissa, selon vous. Mais mes affaires sont à moi. Si elle veut meubler et équiper une maison de plage de 2 millions de dollars, elle est libre de le faire. J'estime que cela coûtera environ 200 000 dollars pour la remettre dans l'état où elle était, à moins qu'elle ne fasse ses achats dans des magasins discount. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Je l'ai déjà fait. Et avant que vous ne menaciez d'une action en justice, sachez que j'ai tout documenté méticuleusement. Chaque article que j'ai retiré m'a été soit spécifiquement légué dans le testament de grand-mère Ruth, soit acheté avec mon propre argent. J'ai des reçus pour tout. Mon avocat est prêt à défendre mes actions en justice si nécessaire. Le silence a duré plusieurs secondes avant que la voix de ma mère ne revienne, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Tu n'es plus ma fille. C'est drôle, je pensais la même chose à ton sujet, que tu n'es plus ma mère. Une vraie mère n'essaierait pas de voler l'héritage de sa fille pour le donner à son enfant préféré. Une vraie mère n'aurait pas ignoré les efforts et les sacrifices d'une de ses filles, tout en louant la simple existence de l'autre. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La semaine suivante, mon téléphone a explosé de messages de membres de la famille. Mon père, qui restait habituellement en dehors des conflits entre ma mère et ses filles, a appelé pour dire qu'il n'était pas au courant de l'ultimatum et pensait que ce qui s'était passé était malheureux mais compréhensible. Ma tante, la sœur de ma mère, a envoyé un long texto sur le fait que la famille devrait passer avant la propriété, ignorant bien commodément que c'était ma mère qui avait commencé tout ça, en donnant la priorité à Melissa sur moi. Le mari de Melissa, Brian, a essayé une approche différente. Il a appelé de son bureau, sa voix prenant le ton doux et raisonnable qu'il utilisait dans son travail de vendeur. « Écoute, je comprends. Tu es contrarié. Mais pense aux jumeaux. Stella et Lucas sont si excités d'avoir une maison de plage. Vas-tu vraiment décevoir 2 enfants innocents? Ces enfants innocents ne m'ont jamais rencontré, ai-je répondu. Melissa s'en est assurée. Chaque fois que je les ai invités, elle a eu une excuse. Chaque cadeau d'anniversaire que j'ai envoyé est resté sans accusé de réception. N'utilise pas des enfants que tu m'as tenus à l'écart comme levier émotionnel, Brian. On pourrait changer ça. On pourrait tous être une vraie famille. Une vraie famille n'essaie pas de se voler. Une vraie famille ne pose pas d'ultimatum. Une vraie famille ne suppose pas qu'être marié avec des enfants vous rend plus méritant que quelqu'un qui est célibataire. Alors, que veux-tu? De l'argent? On pourrait te payer pour les affaires que tu as prises. Je veux que vous achetiez votre propre maison de plage. Je veux que Melissa arrête d'agir comme si le monde lui devait tout ce qu'elle désire. Et je veux que ma mère reconnaisse qu'elle a 2 filles, pas une fille et une déception. Le ton de Brian est passé de doux à sec. Tu n'es pas raisonnable. On me traite exactement comme on m'a traité pendant 34 ans. La seule différence, c'est que cette fois, je ne fais pas semblant que ça ne me fait pas mal. J'ai raccroché et bloqué son numéro. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée d'un avocat représentant Melissa et Brian. Il me poursuivait en justice pour la restitution de tous les objets retirés de la propriété, affirmant que j'avais agi de mauvaise foi et que les retraits constituaient un vol. Robert Kensington a ri en voyant la lettre. Ils n'ont aucune chance.
Tout ce que tu as retiré t'appartenait légalement. Le testament mentionne spécifiquement les biens personnels séparément de l'immobilier. Et même si ce n'était pas le cas, tu as acheté la plupart de ces objets toi-même après avoir hérité de la maison. Veulent-ils vraiment aller au tribunal et laisser un juge examiner leur tentative de te forcer à renoncer à ton héritage? Est-ce que cela va me coûter cher en frais de justice? Je m'en occupe gratuitement. C'est le genre d'affaire dont je rêve, des gens qui se croient tout permis apprennent que vouloir quelque chose ne signifie pas qu'on peut l'avoir. Le procès a été rejeté en 6 semaines. L'avis écrit du juge comprenait un paragraphe que Robert a encadré pour son bureau, ce tribunal ne trouve aucun fondement aux réclamations des plaignants. La défendresse a agi dans le respect de ses droits légaux en retirant des biens personnels qui lui appartenaient. La supposition des plaignants qu'un bien hérité inclurait le mobilier et les appareils électroménagers non spécifiés dans le legs démontre une incompréhension fondamentale du droit de la propriété et, peut-être, de l'équité la plus élémentaire. Le rejet du juge n'a cependant pas mis fin au harcèlement. Il l'a en fait intensifié. Mélissa a lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui aurait été impressionnante si elle n'avait pas été si malhonnête. Elle a publié des photos de la maison vide avec des légendes comme « Voilà à quoi ressemble la trahison familiale et quand la cupidité compte plus que l'amour ». Les photos montraient des pièces nues et des murs vides, soigneusement cadrés pour que la maison paraisse la plus désolée possible. Elle n'a jamais mentionné que la maison m'avait été laissée. Elle n'a jamais mentionné l'ultimatum de ma mère, ni sa propre supposition qu'elle méritait ce qui ne lui appartenait pas. Elle s'est simplement peinte comme la victime d'une sœur cruelle qui avait dépouillé une maison de famille. Les commentaires sur ces publications étaient prévisibles. Des amis qui ne connaissaient pas toute l'histoire ont exprimé leur choc et leur sympathie. « C'est horrible, je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse faire ça, ta sœur a l'air toxique. » Quelques-uns ont demandé des précisions. « Pourquoi a-t-elle tout pris? Que s'est-il passé ?» Ces commentaires ont reçu des réponses de Mélissa qui étaient des chefs d'œuvre de vérité sélective. Notre grand-mère nous a laissé une maison de plage, et ma sœur, Cindy, a décidé que je ne méritais rien dedans. Techniquement vrai, complètement trompeur. Les familles devraient se soutenir, mais certaines personnes ne se soucient que de l'argent, a-t-elle écrit sous une autre. Venant de quelqu'un qui avait essayé de s'approprier une propriété de 2 millions de dollars, l'ironie était à couper le souffle. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Je ne me suis pas défendu sur les réseaux sociaux, ni n'ai essayé de raconter ma version de l'histoire. Robert m'avait conseillé de garder le silence publiquement, et j'étais d'accord. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. Ceux qui ne comptaient pas ne valaient pas la peine d'être éduqués. Mais la campagne a affecté d'autres membres de la famille. Ma cousine, Jessica, m'a appelé, contrariée et confuse. J'ai vu les publications de Mélissa. Que s'est-il réellement passé? J'ai expliqué la situation depuis le début, le testament de grand-mère Ruth, l'ultimatum de ma mère, ma décision de retirer mes biens, le procès et son rejet. C'est... Oh. Jessica est restée silencieuse un moment. Ce n'est pas comme ça que Mélissa le raconte. J'en suis sûr. Elle donne l'impression que tu as dépouillé la maison par méchanceté, pas parce que maman a essayé de te forcer à la lui donner. La méchanceté, ça aurait été de vendre la maison immédiatement et de ne rien lui donner. Ce que j'ai fait, c'est me conformer à une demande déraisonnable, d'une manière qui protégeait mes intérêts. Il y a une différence. Je suppose que je n'y avais jamais pensé comme ça. Les publications te faisaient paraître vraiment cruelle, Cindy. C'est leur but, faire de moi la méchante, pour que personne ne se demande pourquoi ils ont cru pouvoir prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas. Jessica a promis de rétablir la vérité auprès d'autres membres de la famille qui n'avaient entendu que la version de Mélissa. Je n'étais pas sûr de l'efficacité de la chose, mais j'ai apprécié l'effort. La situation avec ma mère restait compliquée. Après son accident vasculaire cérébral, nous avions commencé à reconstruire notre relation, mais elle était fragile. Elle voulait le pardon sans reconnaître pleinement les dégâts qu'elle avait causés. Elle voulait que nous allions de l'avant sans regarder en arrière, sur des années de favoritisme et de négligence. Un soir, environ 3 mois après la confrontation initiale, elle m'a invité à dîner dans son restaurant préféré. C'était clairement une offre de paix, une tentative de réconciliation en terrain neutre. Nous avons commandé et avons bavardé de travail et du temps qu'il faisait jusqu'à l'arrivée de nos plats. Puis ma mère a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi n'as-tu pas pu simplement partager la maison avec Mélissa? Pourquoi fallait-il que ce soit tout ou rien? Je m'attendais à cette question.
parce que le partage exige un respect mutuel. Il exige que les deux parties reconnaissent les droits et les contributions de l'autre. Mélissa ne me respecte pas. Elle ne l'a jamais fait. Et le fait que tu la protèges n'aide aucune de nous deux. Je ne la protège pas, maman, tu as posé un ultimatum exigeant que je renonce à mon héritage pour que Mélissa puisse l'avoir. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas suggéré. Tu l'as ordonné. C'est la définition même de la protection. Elle a des enfants. Toi, non. J'ai pensé que c'était logique que la maison aille à la famille qui l'utiliserait le plus. J'aurais accueilli Mélissa et sa famille avec plaisir. Je les ai invités plusieurs fois. Elle n'est jamais venue. Elle ne voulait pas partager la maison, elle voulait la posséder. Et tu l'as soutenue, parce que tu soutiens toujours ce que Mélissa veut. Le visage de ma mère s'est empourpré. Ce n'est pas juste. Ah non? Quand Mélissa s'est-elle déjà vue dire non par toi? Quand a-t-elle déjà subi les conséquences de ses exigences démesurées? Elle a eu une vie difficile. Les jumeaux demandent beaucoup de travail. Brian voyage pour son travail. Elle a besoin de soutien. Et moi, je n'ai pas besoin de soutien. Je ne mérite aucune considération. J'ai passé 5 ans à entretenir cette propriété. J'ai rendu visite à grand-mère Ruth chaque semaine à la maison de retraite. Je lui ai tenu la main quand elle est morte. Qu'a fait Mélissa? Ma mère n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Grand-mère Ruth m'a laissé cette maison pour une raison. Elle a vu qui j'étais et ce que j'avais fait. Elle a reconnu mes efforts. Et dès sa mort, tu as essayé d'annuler ses volontés pour favoriser à nouveau Mélissa. Je n'essayais pas d'annuler quoi que ce soit. Je pensais juste. Tu pensais que les désirs de Mélissa étaient plus importants que mes droits. Tu as toujours pensé ça, et j'ai fini par ne plus l'accepter. Nous avons terminé notre repas dans un silence inconfortable. Ma mère a payé l'addition, et nous avons marché ensemble jusqu'au parking. Avant de nous séparer, elle s'est tournée vers moi. Je ne sais pas comment réparer ça. Commence par traiter tes filles sur un pied d'égalité. Arrête de supposer qu'être marié avec des enfants rend Mélissa plus méritante que moi. Arrête de t'attendre à ce que je sacrifie ce qui est à moi pour la rendre heureuse. Peux-tu me pardonner? J'y travaille. Mais le pardon, ce n'est pas l'oubli, et ça ne signifie pas revenir à la situation d'avant. À peu près à la même époque, j'ai commencé à entendre par des canaux familiaux que Mélissa et Brian avaient des problèmes financiers. Le procès leur avait coûté des milliers de dollars en frais de justice. Le travail de vendeur de Brian n'était pas aussi lucratif qu'il l'avait laissé entendre. Les frais de scolarité de l'école privée des jumeaux étaient une contrainte, et ils avaient acheté des meubles et des appareils électroménagers pour la maison de plage, dépensant de l'argent qu'ils n'avaient apparemment pas, dans une tentative de rendre l'endroit utilisable. Selon ma tante, ils avaient maximisé 2 cartes de crédit, l'ameublant avec des remplacements bon marché pour ce que j'avais retiré. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en apprenant cela. Je n'étais pas heureuse qu'ils aient des difficultés, mais je n'allais pas non plus les sauver des conséquences de leur propre choix. Ma tante Paula, la sœur de ma mère, m'a invité à déjeuner un samedi. Nous avions toujours été proches, bien qu'elle se soit initialement rangée du côté de Mélissa lors de la controverse sur la maison. Elle s'était depuis excusée et avait admis qu'elle avait eu tort. J'ai quelque chose à te dire, a-t-elle dit après que nous ayons commandé. Mélissa m'a demandé de te parler. Elle veut acheter une partie des meubles et des appareils électroménagers que tu as enlevés. Elle veut les acheter avec quel argent? Je ne connais pas les détails, mais elle est apparemment désespérée. La maison est là, pratiquement inutilisable. Ils n'ont pas les moyens de continuer à la meubler correctement. Ça ressemble à un problème personnel. Paula a souri légèrement. Je me doutais que tu dirais ça, mais j'ai promis de demander. La réponse est non. Tout ce que j'ai retiré était soit à moi au départ, soit m'avait été légué. Je ne vends pas des articles que Mélissa supposait qu'elle obtiendrait gratuitement. C'est juste. Je lui ai dit que tu refuserais probablement, mais elle a insisté pour que j'essaie. A-t-elle proposé de s'excuser, de reconnaître qu'elle avait eu tort d'essayer de prendre la maison? Non. Elle maintient toujours que votre grand-mère aurait voulu qu'elle l'ait. Sur quelle base? La relation qu'elle n'avait pas avec grand-mère Ruth? Les visites qu'elle n'a jamais faites? Les soins qu'elle n'a jamais prodigués? Paula a soupiré. J'ai essayé de lui faire comprendre cette logique. Elle ne veut rien entendre.
Dans l'esprit de Mélissa, elle est la victime et tu es la méchante. Elle a complètement réécrit l'histoire pour se donner le beau rôle. C'était le schéma habituel avec Mélissa. Elle pouvait se justifier de n'importe quoi, recadrer n'importe quelle situation pour protéger son image d'elle-même. C'était épuisant à gérer, et impossible à corriger. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, a demandé Paula. Pour vous aider à vous réconcilier? Elle devrait admettre qu'elle a eu tort. Elle devrait reconnaître que la maison était à moi, et qu'elle n'y avait aucun droit. Elle devrait reconnaître tout le travail que j'ai mis dans cette propriété, et tout le temps que j'ai passé avec grand-mère Ruth. La vois-tu faire quoi que ce soit de tout ça? Paula a baissé les yeux. Honnêtement, non. Alors il n'y a rien à réconcilier. Nous pouvons être cordiales lors des événements familiaux, mais nous ne serons jamais proches. Ce navire a coulé quand elle a essayé de prendre ce qui était à moi. 6 mois après la confrontation initiale, j'ai eu une visite inattendue à mon appartement. Brian s'est présenté sans prévenir un dimanche matin, l'air fatigué et vaincu. On peut parler, a-t-il demandé quand j'ai ouvert la porte. J'ai hésité à refuser, mais la curiosité l'a emporté. Tu as 10 minutes. Il est entré et s'est tenu maladroitement dans mon salon, observant l'espace soigneusement décoré. Une partie des meubles de grand-mère Ruth était là maintenant, des pièces que j'avais sorties de l'entrepôt et intégrées à mon propre intérieur. Bel endroit, a-t-il dit. Que veux-tu, Brian? Je veux m'excuser. Pour le procès, pour la pression, pour tout. J'aurais dû être de ton côté depuis le début. Pourquoi ne l'étais-tu pas? Parce que Mélissa voulait tellement cette maison, et je voulais la rendre heureuse. Je n'ai pas réfléchi à si c'était juste, j'ai juste pensé à satisfaire ma femme. Et maintenant? Maintenant nous sommes fauchés et stressés, et elle est plus en colère que jamais, parce que la maison qu'elle a exigée n'est pas ce qu'elle pensait. Elle voulait une maison de plage clé en main, elle a eu une coquille vide que nous ne pouvons pas nous permettre de meubler correctement. Encore une fois, ça ressemble à un problème personnel. Brian s'est frotté le visage des 2 mains. Je sais. Je sais que nous nous sommes mis dans cette situation. Je ne demande pas ton aide ni ton pardon. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois à quel point nous avons eu tort, Cindy. J'aurais dû l'arrêter. Est-ce que Mélissa le voit? Non. Elle s'obstine. Elle est convaincue que si tu avais juste été raisonnable, tout se serait bien passé. Raisonnable, c'est-à-dire lui donner ce qu'elle voulait. Exactement. J'ai ressenti une lueur de quelque chose, pas tout à fait de la sympathie, mais de la reconnaissance. Brian était pris entre les exigences de sa femme et la réalité. Il avait mal choisi, mais au moins il l'admettait maintenant. Merci pour tes excuses, ai-je dit. Ça ne change rien, mais c'est plus que ce que ta femme a offert. Je sais. J'avais juste besoin de le dire pour ma propre conscience, je suppose. Après son départ, j'ai pensé à ce que ce devait être d'être marié à Mélissa, de satisfaire constamment quelqu'un qui en voulait toujours plus, qui n'était jamais satisfait, qui ne pouvait jamais admettre ses torts. Je ne lui enviais pas cette existence. Mon père m'a appelé un samedi matin. Ta mère est à l'hôpital. Elle a eu un léger accident vasculaire cérébral hier. Les mots me ont frappé plus fort que prévu. Malgré tout, c'était toujours ma mère. Est-ce qu'elle va bien? Elle s'en sortira, mais c'était un avertissement. Le médecin dit qu'elle doit réduire le stress dans sa vie. Je suis contente qu'elle aille bien. Elle a demandé à te voir. Je me suis rendue à l'hôpital, incertaine de ce que j'allais trouver. Ma mère paraissait petite dans son lit, une perfusion au bras, ses cheveux habituellement impeccables en désordre sur l'oreiller. Elle a ouvert les yeux quand je suis entré. Tu es venu. Bien sûr que je suis venu. Tu es ma mère. Des larmes ont coulé sur ses joues. J'ai été une mère terrible pour toi. J'ai approché une chaise du lit et je me suis assise. Pourquoi as-tu toujours favorisé Mélissa? C'était le bébé. Elle avait besoin de plus d'attention. Elle a 31 ans. À quel moment le bébé cesse-t-il d'avoir besoin de tout? Ma mère est restée silencieuse un long moment. Ta grand-mère t'a toujours préféré. Je crois que je t'en voulais d'être si semblable à elle, confiante et indépendante. Mélissa avait plus besoin de moi, ou je me suis dit qu'elle avait plus besoin de moi. J'avais besoin de toi aussi. Je ne faisais juste pas de crise quand je n'avais pas d'attention. Je sais.
Et je t'ai laissé tomber. L'histoire de la maison me l'a fait voir clairement. Tu as pris soin de cette propriété, tu as rendu visite à ta grand-mère, tu as été responsable, et je pensais toujours que Mélissa la méritait plus, juste parce qu'elle l'avait demandé. Elle ne l'a pas demandé, elle l'a exigé. Oui, a murmuré ma mère. Parce que je lui ai appris que les exigences fonctionnent. Ma mère a tendu la main vers la mienne. Je ne peux pas effacer 34 ans d'erreur, Cindy. Mais je veux essayer de faire mieux. Et Mélissa? Je lui ai dit qu'elle devait trouver sa propre maison de plage. Je lui ai dit que j'avais eu tort de te mettre la pression. Elle ne l'a pas bien pris. J'imagine. Elle ne me parle plus en ce moment. Elle dit que je te choisis plutôt qu'elle. Le rire de ma mère était amer. Elle ne peut pas imaginer un monde où elle n'obtient pas tout ce qu'elle veut. Au cours des mois suivants, ma relation avec ma mère s'est lentement améliorée. Elle est venue me rendre visite dans mon appartement en ville, posant pour la première fois depuis des années de vraies questions sur ma vie et ma carrière. Elle a admis qu'elle s'était tellement concentrée sur les besoins de Mélissa qu'elle n'avait jamais pris la peine de connaître les miens. Mélissa, de son côté, s'est enfermée dans son rôle de victime. Elle a publié sur les réseaux sociaux des messages sur les membres de la famille toxique qui accordent plus de valeur à la propriété qu'aux relations, sans jamais mentionner que c'était elle qui avait essayé de s'approprier une propriété qui ne lui appartenait pas. Elle a raconté à qui voulait l'entendre que j'avais cruellement dépouillé la maison, juste pour blesser ses enfants. La vérité a fini par éclater, bien sûr. Ma tante, qui s'était initialement rangée du côté de Mélissa, a parlé à mon père et a appris la véritable séquence des événements. Elle a appelé pour s'excuser, admettant qu'elle n'avait entendu que la version de Mélissa. J'aurais dû savoir, a-t-elle dit. Mélissa invente des histoires pour se donner le beau rôle depuis qu'elle est adolescente. D'autres membres de la famille ont suivi, me contactant pour dire qu'ils avaient été induits en erreur, ou qu'ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Certains se sont excusés. D'autres ont simplement repris contact discrètement, sans reconnaître leur jugement précédent. J'ai accepté la plupart de ces branches d'olivier, bien que je n'ai plus aucune illusion sur la loyauté familiale. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, et ils se rangent du côté de celui qui raconte l'histoire la plus convaincante. 1 an après la confrontation, j'ai mis la maison de plage en vente, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. L'endroit contenait trop de souvenirs compliqués, maintenant mêlés de trahison et de déception. Elle s'est vendue en 3 jours pour 2,3 millions de dollars. J'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter un plus petit chalet dans le Maine, un endroit sans histoire familiale, sans attente, sans fantôme de favoritisme passé. J'ai utilisé une autre partie pour créer un fonds de bourse à la maison de retraite où grand-mère Ruth avait passé ses dernières années, fournissant une aide financière aux familles qui ne pouvaient pas se permettre des soins de qualité pour leurs proches âgés. Le reste, je l'ai investi, construisant le genre de sécurité financière qui signifiait que je ne serais plus jamais vulnérable aux exigences de quelqu'un d'autre. Mélissa m'a envoyé un dernier message après avoir appris la vente, « J'espère que tu es contente d'avoir vendu la maison de notre grand-mère à des étrangers. » Je n'ai pas répondu, mais si je l'avais fait, je lui aurais dit la vérité. J'étais heureuse. Pas à cause de l'argent, ou parce que j'avais gagné une bataille, mais parce que j'avais enfin appris à me valoriser autant que j'avais toujours valorisé tout le monde. La maison de plage avait été un cadeau de quelqu'un qui m'aimait, une reconnaissance des soins et de l'attention que j'avais donnés librement. L'ultimatum de ma mère avait été une tentative de prendre ce cadeau et de le transférer à quelqu'un qui n'avait rien fait pour le mériter, simplement parce qu'elle le voulait. En me défendant, j'ai découvert quelque chose d'important. Parfois, les gens qui exigent que vous soyez raisonnable sont ceux qui sont le plus déraisonnables. Parfois, ceux qui vous accusent d'être égoïste sont ceux qui l'ont été depuis le début. Et parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à blesser quelqu'un d'autre, mais à refuser d'être blessé plus longtemps. Le mois dernier, ma mère est venue me rendre visite dans mon chalet du Maine. Nous nous sommes assises sur le porche, regardant le coucher de soleil sur l'eau, buvant du thé dans des tasses que j'avais achetées au marché artisanal local. « Penses-tu que Mélissa me pardonnera un jour ?» a-t-elle demandé. « Te pardonner quoi ? De t'avoir enfin traité équitablement. » J'ai réfléchi à la question avec soin. Je pense que Mélissa te pardonnera au moment où elle aura besoin de quelque chose de toi. C'est comme ça que le pardon fonctionne dans son monde. C'est transactionnel. C'est une évaluation sévère de ta sœur. C'est une évaluation honnête. Ma mère a hoché la tête lentement. Je suppose que je l'ai rendue comme ça.
Je lui ai appris que les larmes et les exigences obtiennent des résultats. On ne peut pas changer le passé. On peut seulement faire mieux à l'avenir. J'essaie, avec vous deux. Je sais. Je le vois. Nous sommes restés assises dans un silence confortable, alors que le ciel virait à l'orange et au rose. Au loin, une famille construisait un feu de joie sur la plage, leur rire porté par le vent. « Merci de ne pas m'avoir abandonné », a dit ma mère doucement. « Merci d'être enfin là », ai-je répondu. Ce n'était pas une fin parfaite. Mélissa et moi ne nous parlons toujours pas. Les réunions de famille sont gênantes, quand elles ont lieu. Certaines relations, une fois brisées, ne peuvent pas être entièrement réparées. Mais j'ai appris quelque chose de précieux de toute cette expérience. J'ai appris que se défendre ne fait pas de vous le méchant, même quand les gens essaient de vous faire jouer ce rôle. J'ai appris que prendre ce qui vous appartient n'est pas la même chose que de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Et j'ai appris que parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est d'arrêter d'essayer de gagner l'amour de gens qui vous considèrent comme moins méritants que les autres. La maison de plage de Cap Mai appartient maintenant à un jeune couple, des enseignants qui ont économisé pendant des années pour s'offrir un endroit au bord de l'océan. Ils m'ont envoyé une photo après leur emménagement, la maison remplie de leurs meubles et de leurs rêves, toute leur vie devant eux. J'espère qu'ils y sont heureux. J'espère qu'elle leur apportera la joie qu'elle nous a autrefois apportée, à ma grand-mère et à moi. Et j'espère qu'ils n'auront jamais à défendre leur droit de garder ce qui leur appartient face à des gens qui croient que vouloir quelque chose, c'est la même chose que le mériter. Quant à moi, je suis exactement là où je suis censé être, dans un chalet qui est entièrement à moi, décoré avec des choses que j'ai choisies, et rempli d'une paix que j'ai lutté pour protéger. Ma sœur est entrée dans cette maison vide, s'attendant à ce que tout lui soit servi sur un plateau d'argent.